Donc le dossier 5 traite d'une aménorrhée secondaire chez une jeune fille de 20 ans pour qui on parle de spanioménorrhée depuis l'âge de 18 ans, puis l'apparition d'une aménorrhée secondaire. On vous dit qu'elle a un IMC à 17,5, le reste de l'examen est normal. À la question 1, on vous demande quels signes on recherche pour orienter l'étiologie devant cette aménorrhée secondaire. Lorsqu'on est face à une aménorrhée primaire ou secondaire, je vous conseille de réfléchir par étiologie en prenant l'axe gonadotrope ovarien de haut en bas pour s'assurer en fait que il faut que cet axe soit intégral pour qu'il puisse y avoir des règles. Donc on va commencer par le niveau hypothalamique. Vous avez des étiologies hypothalamiques à une aménorrhée. Donc les sportifs de haut niveau, l'anorexie mentale entraîne une insuffisance gonadotrope fonctionnelle où on va avoir une diminution de la pulsatilité de la LHRH et donc une diminution de la sécrétion des gonadotrophines. Donc à l'interrogatoire, on va rechercher l'activité physique, faire une enquête alimentaire, surtout chez cette jeune fille qui a un IMC bas et qui pratique une activité physique régulière. 2, on va rechercher une étiologie hypothalamique, en sachant que tout ce qui est étiologie hypothalamique et hypophysaire, on va retrouver une aménorrhée qui va être associée à une diminution de la libido, puisque c'est la FSH et la LH qui font la libido. Les étiologies hypothalamiques sont l'hyperprolactilémie, donc on va rechercher une galactorée provoquée, spontanée, et toutes les autres tumeurs hypophysaires, donc rechercher des arguments, faire d'une hypersécrétion de cortisol, une hypersécrétion de GH, l'hypersécrétion de prolactine comme on l'a dit, en sachant que le cortisol peut avoir deux façons d'agir sur l'axe gonadotrope. La tumeur en elle-même peut comprimer les cellules gonadotropes et empêcher la sécrétion de FSH et de LH, mais le cortisol en lui-même peut être à l'origine d'une freination de la sécrétion de FSH et de LH. Pardon. On va ensuite avoir toutes les étiologies hypophysaires qui ne sont pas des tumeurs, l'hypophysite auto-immune, pour laquelle on retrouve surtout une insuffisance anti-hypophysaire globale, et les infiltrations hypophysaires type neurosarcoïdose. Là, on est au niveau hypophysaire, on va descendre au niveau ovarien. Au niveau ovarien, les causes d'aménorrhée secondaire sont principalement l'insuffisance ovarienne précoce, qui correspond à ce qu'on appelait anciennement la ménopause précoce, où on va avoir certes une aménorrhée, mais des bouffées de chaleur, et pas de diminution de la libido, puisque la FSH et la LH sont conservées. Les autres étiologies ovariennes sont toutes les causes d'hyperandrogénisme, que ce soit le syndrome des ovaires polykystiques ou les tumeurs virilisantes, qui sont à l'origine d'une augmentation de la sécrétion des hormones des androgènes, et donc qui diminuent la balance entre œstradiol et androgène, et donc altèrent le cycle menstruel. Enfin, il y a toutes les étiologies utérines, donc les synéchies, les sténoses du col, qui vont empêcher l'écoulement au cours de la menstruation. Surtout, ce qu'il ne faut pas oublier dans tout ça, c'est la grossesse. Donc la première question à poser, c'est contraception, dernière règle, signe sympathique de grossesse. À la question 2, on vous demande d'évaluer son état nutritionnel. Cette jeune fille présente un IMC à 17,5 avec une activité physique importante. Pour évaluer l'état nutritionnel, la première chose à faire est donc d'évaluer, de faire l'histoire pondérale. Donc, est-ce qu'elle a toujours eu un IMC à 17,5 ou est-ce qu'on a une perte de poids récente? Je vous rappelle qu'une perte de poids de plus de 5% sur le dernier mois ou de plus de 10% sur les 6 derniers mois, correspond à une dénutrition sévère. On réalise une enquête nutritionnelle. Donc une jeune fille qui a maigri en mangeant beaucoup, c'est pas la même chose qu'une jeune fille qui maigrit en mangeant peu. On va pas du tout s'orienter vers les mêmes étiologies. En fait, on va rechercher des conséquences à cette dénutrition en recherchant des signes d'hypométabolisme, avec surtout la bradycardie et l'aménorrhée, et des signes d'hypercatabolisme avec une peau fine, des troubles des phanaires et la diminution de la masse maigre par l'évaluation du périmètre brachial, et la myotrophie, et la diminution de la masse grasse par l'évaluation du pli cutané. Enfin, on va rechercher les signes de carence protéique, les infections à répétition, les œdèmes qui sont secondaires à l'hypoalbuminémie et tout ce qui est retard de cicatrisation. À la question 3, on vous dit qu'on retrouve une galactorée provoquée bilatérale
Par ailleurs, elle se plaint simplement de céphalée. Le diagnostic de présomption, il s'agit donc d'une hyperprolactinémie devant l'association galactorée et aménorrhée sans autres symptômes. Cette hyperprolactinémie est sûrement secondaire à un adénome hypophysaire puisqu'on vous parle de céphalées fréquentes. L'hyperprolactinémie peut-elle être responsable de l'IMC bas ? Non, l'hyperprolactinémie n'a pas d'impact sur l'IMC et sur l'état nutritionnel. Ici, l'idée était de discuter l'étiologie à l'aménorrhée. S'agit-il d'une aménorrhée fonctionnelle par anorexie ou chez une sportive de haut niveau ou une hyperprolactinémie qui serait à l'origine de cette aménorrhée. Ici, le mécanisme en revanche de l'hyperprolactinémie n'est pas défini. S'agit-il d'une hyperprolactinémie secondaire à un adénome à prolactine, donc l'adénome sécrète lui-même de la prolactine, ou s'agit-il d'un adénome qui sécrète une autre hormone et qui entraîne une hyperprolactinémie de déconnexion? Je vous rappelle qu'au niveau hypothalamique, il y a de la dopamine qui est sécrétée et qui passe par la tige pituitaire pour freiner la sécrétion de prolactine. Lorsqu'il y a un adénome au niveau de l'hypophyse, il peut entraîner une déconnexion, donc empêcher tous les signaux qui passent de l'hypothalamus vers l'hypophyse et donc lever ce freinage de la prolactine par la dopamine. À la question 4, on vous demande quels sont les examens complémentaires qu'il convient de pratiquer. Donc, comme dans toute suspicion de pathologie hypophysaire, on réalise une IRM hypophysaire séquence T1, T2, T1 plus GADO en coupe frontale et en coupe sagittale. On recherche un microadénome à prolactine, donc microadénome c'est inférieur à 1 cm, ou un macroadénome, c'est-à-dire plus d'1 cm. On fait évidemment un dosage de la prolactine plasmatique, qui va être au-dessus de 20 lorsqu'on est face à une hyperprolactinémie, au-dessus de 200 lorsqu'on est face à un macroprolactinome. Je vous rappelle que les dosages répétés de la prolactine, le test à la TRH, le fait de doser la prolactine au repos ne sont plus du tout indiqués. Un dosage simplement statique au réveil et un bon dosage de la prolactine. Enfin, on va explorer les autres axes hypophysaires, comme il faut se faire de manière systématique dans toutes les pathologies hypophysaires et comme on l'a fait au dossier 3. Avec un dosage de base de GH et d'IGF-1 pour rechercher une sécrétion associée de GH dans le cadre d'un adénome mixte GH-prolactine. On va explorer l'axe corticotrope avec un dosage de la cortisolémie, de la CTH, mais surtout recherche d'une sécrétion de cortisol par le freinage minute et le cortisol libre urinaire, et surtout rechercher une insuffisance corticotrope avec, comme on l'a dit, soit un test au synactène, soit une hypoglycémie insulinique, soit un test à la métopyrone. On va doser la TSH et la T4 à la recherche d'une hypersécrétion ou d'une insuffisance thyréotrope. Le dosage de la FSH, de l'ALH et de l'œstradiol qui nous permettra d'ailleurs de confirmer l'étiologie gonadotrope à l'insuffisance qui est à l'origine de l'aménorrhée. Et enfin, comme on est face à une pathologie tumorale de la selle turcique, il va falloir faire un bilan ophtalmologique avec un fond d'œil, un champ visuel et un test de Lancaster. Comment est la prolactine en cas d'hyperprolactinémie de déconnexion ? Donc effectivement, le dosage de la prolactinémie est rarement très élevé dans les déconnexions, mais elle est à peu près dans les mêmes dosages que lors d'un microadénome. La norme de la prolactine, c'est en dessous de 20 nanogrammes par ml. Au cours de l'hyperprolactinémie de déconnexion ou dans les microadénomes, on va avoir des dosages de prolactine qui seront entre 50 et 150. Et dans le macroadénome, plutôt des chiffres au-dessus de 200. À la question 5, on vous dit qu'un test au progestatif a été prescrit par sa gynécologue, que celui-ci est négatif. Donc le test au progestatif consiste à administrer pendant 10 jours un progestatif, donc habituellement le Dufaston, et d'apprécier s'il existe ou non une hémorragie de privation. Ce test a pour objectif de s'assurer de l'existence d'une bonne imprégnation œstrogénique de la muqueuse utérine. Donc on dit que le test est positif quand on a la survenue de règles et le test est négatif quand il n'y a pas. Lorsqu'il y a survenue de règles, c'est que l'imprégnation œstrogénique est correcte. Quelles sont les indications de ce test ? Empiriquement, ce test est réalisé dans l'exploration de toute aménorrhée. En pratique, il n'est maintenant plus réalisé que dans certains cas très particuliers où on a du mal à savoir si la carence œstrogénique est ancienne ou récente. À la question 6, on vous fournit l'icono suivante.
Et on vous demande de préciser votre diagnostic. Il s'agit donc d'une IRM hypophysaire en coupe frontale, séquence T1 sans injection de gadolinium. Séquence T1, on voit car il n'y a pas d'hypersignal du liquide céphalo-réchidien, absence d'injection de gadolinium puisqu'il n'y a pas de rehaussement de l'hypophyse par rapport au parenchyme neurologique. Sur cette IRM, on voit l'existence d'une tumeur hypophysaire latéralisée à gauche et avec déviation de la tige pituitaire que vous voyez là, sans compression du chiasma optique et sans envahissement des sinus caverneux qui se situent là et là. En dessous, vous avez le sinus sphénoïdal avec une muqueuse qui est ici un petit peu hypertrophiée et l'hypophyse normale qui est à ce niveau-là. L'association de cet adénome hypophysaire et de l'hyperprolactinémie est en faveur d'un adénome à prolactine. Où est le chiasma optique sur l'IRM? Le chiasma optique se situe à ce niveau-là. Il a toujours cet aspect. Il ne se voit pas forcément lorsqu'on est face à un macroadénome avec une compression du chiasma optique puisqu'il peut l'envahir. Lorsque l'IRM est faite avec injection de gadolinium, il n'y a pas de rehaussement du chiasma optique et on voit un rehaussement de l'hypophyse, voire de l'adénome par rapport au chiasma optique.